Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce vendredi, la dernière livraison de la semaine. Mais avant tout, allons d'abord en kiosque parcourir rapidement les quelques titres parus ce matin. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une RDPC Ouest. L'autorisation du meeting exacerbe les tensions. Les militants des autres formations politiques dont les manifestations sont régulièrement interdites s'apprêtent demain à accompagner à leur manière le meeting du RDPC initié par le sultan Ibrahim Bobo Djoya. Et puis toujours à la une du journal La Nouvelle Expression qui parle du manuel scolaire, la guerre des réseaux. La liste retenue par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques n'a pas trouvé l'assentiment de tous. Le MINSEC appelé à jouer les arbitres. Le journal revient aussi sur cet immeuble qui s'est effondré hier à Douala, faisant un mort. La victime se reposait paisiblement quand l'immeuble de 4 niveaux s'est effondré. Le bilan provisoire fait donc état d'un mort. Parlons à présent du quotidien Le Messager qui met en sa une Bafoussam, le meeting de tous les dangers. La manifestation publique du RDPC prévue demain sous la conduite du sultan Bobo Djoya laisse planer des intentions d'un soulèvement dans cette région hautement stratégique. Le journal revient aussi sur l'Assemblée nationale. Pourquoi le RDPC esquive la crise anglophone? Le silence des députés questionne les appréhensions du parti au pouvoir. Le journal qui revient aussi sur la vraie fausse affaire des primes. Les Lions champions d'Afrique attendent toujours d'être reçus par le président Biya. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. Le journal L'Œil du Sahel qui met en sa une l'explosion d'une grenade qui tue 2 enfants à Bargaram. Les 2 enfants étaient en train de jouer lorsque l'engin a explosé, causant 2 morts et des blessés parmi les enfants d'une même famille. Puis le journal parle aussi de cette attaque des Élévettes, une attaque de Boko Haram qui a fait un mort. Le journal parle aussi de la CAN 2019, le trio arbitral camerounais pour la finale. Le Cameroun qui jouera donc cette finale à partir de ses arbitres. Et puis le journal, on poursuit dans cette revue de presse avec le journal Forum Libre. Appel à manifestation du 20 juillet 2019. Boycott annoncé des Bamileke au meeting du RDPC à Bafoussam. Titre le journal Forum Libre. Le journal Info Matin qui parle aussi de la crise politique. Le peuple Sawa du Vouri réitère son soutien à Paul Biya. Le journal évoque aussi le scandale à l'office du baccalauréat. L'office du baccalauréat est une compagnie de téléphonie mobile qui commercialise les résultats du baccalauréat. La consultation coûterait 150 francs CFA. Les Lions du football, Paul Biya salue le patriotisme dans un message adressé aux champions d'Afrique. Le président de la République souligne avec satisfaction l'abnégation, le talent et l'esprit patriotique dont ses jeunes compatriotes ont fait montre en remportant ce 12e titre. Le journal Émergence parle des marches blanches. Pourquoi Paul Biya retient Kamto captif? 10 experts qui s'affrontent donc dans ce journal de la page 5 à la page 9 du journal Émergence. Le journal parle aussi des manifestations du RDPC à Bafoussam, acculé de toutes parts. Bobo Djoya réagit. Puis le journal Mutation qui parle des déplacés de guerre. Yaoundé, Casse-Galère, au cœur du quotidien tourmenté des Camerounais qui ont fui les combats dans le nord-ouest et le sud-ouest. Article à lire en page 5 du journal. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette revue de presse, même si le journal Le Popoli qui parle aussi de la Sonara, des assureurs sur le grill, faisant suite à cette audition du directeur général de Activa Assurance dans l'affaire de l'incendie qui a consumé la Société nationale de raffinage. Voilà pour ce qui est donc du passage en kiosque. Allez-y vous procurer ces numéros pour d'autres informations. Place à présent au débat avec nos 2 invités, nos 2 consultants sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué ce jour. Jean-Paul Chuniat, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui m'a frappé ce jour, c'est en réalité ce qui s'est passé du côté de Ngangué-Niobel, où un immeuble de 4 niveaux s'est effondré. Non seulement tuant une personne qui dormait dans sa chambre, mais causant des dégâts collatéraux qui sont encore en pleine évaluation. C'est une histoire qui est assez triste, mais qui en réalité interpelle tous les Camerounais aujourd'hui sur ces maisons qui sont construites n'importe comment, à la diable, avec des techniciens. C'est d'ailleurs l'un de nos sujets, Camille. Dans ce cas, donc, c'est une actualité qui m'a énormément marqué ce matin.
Georges Sémé, bonjour, égal à lui-même, toujours présent tous les vendredis. Bonjour à vous, Choniad, bonjour aux doyens, bonjour à tous les téléspectateurs. L'actualité qui vous a marqué? Bien évidemment, c'est cette actualité sportive avec la désignation de Samuel Eto'o et de Didier Drogba comme conseillers spéciaux auprès du président de la CAF. Je pense que c'est une information pour tout Camerounais qui devrait ramener du baume au cœur des amoureux du sport, puisque elle intervient en pleine crise sportive dans le football au Cameroun, mais elle intervient également après un passage qu'on veut très vite oublier de notre équipe nationale du football à la CAN 2019. Je pense qu'avec cette consécration, cette énième consécration de Samuel Eto'o, on aura de quoi oublier un tout petit peu ces déconvenus de la CAN égyptienne. Samuel Eto'o traîné dans la boue au Cameroun, mais reconnu à la CAF et valorisé à la CAF. Tout à fait, sur l'international. Alors, Camille Nélé, on parle le cycle recommence encore avec ces immeubles qui s'effondrent dans la ville de Douala. On se rappelle, il y a quelques années, ça allait tellement vite. Alors, comment comprendre que le phénomène continue de persister? Le phénomène continue, mais en fait, les causes, elles sont multiples et elles sont visibles. Je pense que la division régionale de la police judiciaire, et là je pense ce matin au commissaire divisionnaire Glédé, qui n'attendra certainement pas qu'on constitue une commission d'enquête, descende sur le terrain et fasse une évaluation technique des matériaux de cet immeuble. Parce que c'est criminel, ce qui s'est passé est tout simplement criminel. Et moi je pense que dans cette affaire-là, il ne faudrait pas que ce soit les populations qui déposent plainte, il ne faudrait pas que ce soit le chef de quartier, mais il faudrait qu'il y ait une enquête ouverte parce que ce qui s'est passé est tout simplement inadmissible. Ce qui se passe, on voit un immeuble de 4 étages, on ne sait pas si les fondations elles-mêmes de cet immeuble répondent aux normes. Il y a quelqu'un qui a dit que le sol a été viabilisé. Il y a quelqu'un qui a dit même que cet immeuble a été construit sur la base d'un mur qui était construit depuis 20 ans, qui était là depuis 20 ans, qui ne bougeait pas. Et subitement, après 20 ans, il a continué les élévations. Est-ce qu'il était sûr de la profondeur et de la consistance des fondations? Maintenant, entre-temps, bien évidemment, ce mur vieux de 20 ans a eu le temps de se dégrader. A pris beaucoup d'eau. Il a eu le temps de se dégrader. Et bon, maintenant, quels sont les matériaux utilisés pour la construction des briques Non, moi je pense que c'est tout un ensemble d'éléments qu'une enquête bien approfondie devrait rassembler, parce que ce qui s'est passé ne doit pas tout simplement être considéré comme un simple fait divers. Malheureusement, c'est des choses que l'on retrouve un peu partout aux quatre coins, non seulement de Douala mais du Cameroun. Georges Sémé, je rappelle que la victime, c'était un enfant de la famille qui supervisait ce chantier. Il se reposait tranquillement, certainement après avoir passé une journée de dur labeur sur ce chantier, et il a perdu la vie, une mort de trop. Est-ce que finalement, comment peut-on faire pour en sortir de cette approximation, dans la qualité des matériaux ou avec tout ce que ça comporte comme mauvaise pratique? Bien, j'avoue que je fais partie de ceux qui ont été interloqués hier lorsqu'on a appris que du côté de Ngangé, un immeuble s'est une fois de plus effondré. Nous rappelons de cet épisode du côté de Bassa où un immeuble du même type s'était complètement affaissé au vu et au su de tout le monde. Cela devrait interpeller à un triple titre. D'abord, le propriétaire du chantier. Le propriétaire du chantier devrait se soumettre aux actes d'urbanisme, au strict règlement des actes d'urbanisme. Et parmi les actes d'urbanisme, il y a le permis de construire. Et pour construire, il faut bien évidemment se rapprocher des services techniques de la communauté urbaine de Douala qui vont vous donner tous les éléments qui vous permettront de savoir si votre zone est constructible ou non. Je crois que si ces démarches sont rigoureusement effectuées par les propriétaires de ces immeubles, on n'en serait pas arrivé là. Mais également les artisans, je parle des techniciens qui sont chargés d'ériger ces immeubles. C'est important de le relever. Oui, ces artisans qui sont chargés d'ériger ces immeubles, je crois qu'ils devraient faire preuve de professionnalisme. Je pense quand même qu'au Cameroun, il y a une organisation fêtière des architectes et des techniciens de ce domaine-là. Est-ce qu'ils sont assez professionnels? Est-ce qu'ils respectent rigoureusement les principes de construction dans ce domaine? Si c'était fait, je crois que ce drame aurait pu être évité. Mais il y a également la responsabilité de l'État. Parce que l'ordre public, ce n'est pas seulement la lutte contre... Ce n'est pas seulement la sécurité publique. Interdit les manifestations. Voilà, ce n'est pas seulement la sécurité publique, c'est également la sûreté publique. C'est aussi la salubrité publique. La sûreté publique veut dire que tous les bâtiments
les bâtiments qui sont construits dans la ville de Douala doivent respecter une certaine norme. Voilà, devraient respecter une certaine norme de police. Et il appartient donc aux autorités de police de vérifier, effectivement, de veiller effectivement si telle ou telle construction répond à ces normes-là. Donc, à ce niveau également, je crois que l'État a failli. Si cette triptyque était respectée, on n'aurait pas vu ces spectacles d'immeubles dans la ville de Douala ou dans d'autres villes du Cameroun qui s'effondrent. Donc, je pense qu'il faut tout simplement respecter les règlements, respecter les textes et éviter ce genre de scandale, puisque c'est un scandale qu'on a... Peut-être pour être plus précis, les services compétents en la matière ont failli. Peut-être que c'est mieux encore, c'est mieux dit comme ça. Donc la responsabilité est à partager entre le propriétaire de l'immeuble, entre les architectes, ceux qui construisent eux-mêmes les maçons et consorts, et l'État qui a quelque part failli en termes de paye en matière de sécurité. Vous pensez que l'État peut envoyer des services compétents au niveau contrôler tous les immeubles qui poussent chaque jour, toutes les maisons qui sont construites? Il y a des services techniques comme non, moi je pense à relever, mais puisqu'on n'hésite pas à mettre les croix de Saint-André sur certains immeubles. On délivre même des permis de bâtir, mais seulement après avoir délivré les permis de bâtir. Vous voulez que les services techniques viennent chaque jour regarder si les parpaings qui sont là sont bien dosés? Non, ça c'est une autre question. Certainement, ça c'est une autre question. On va même parler du choix de la qualité des matériaux de construction et même l'honnêteté de ceux qui sont chargés de l'exécution. Tout à fait. Et même les propriétaires, puisqu'on a souvent vu des cas où un technicien est chargé de faire un travail, il paye sous-évalue, il achète des matériaux de moindre valeur. Si le propriétaire n'est pas assez vigilant, il se fait rouler dans la farine. Et puis, il y a aussi d'autre part des propriétaires qui vous disent que non, je veux faites-moi un travail à moindre coût. Est-ce que tout ça aussi, ça ne peut pas déjouer les pronostics? Non, tout ça en réalité contribue à faire du marché de la construction quelque chose d'assez difficile à gérer, d'assez difficile à suivre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais sur qui compter, on ne sait plus à quel sens se jouer, malheureusement, parce qu'ici au Cameroun, les gens n'ont pas encore ce réflexe de faire construire leur maison par des architectes. Ils estiment que ça coûte cher. Alors, ils prennent des tâcherons, ils prennent des tapeurs de parpaings, ils prennent des dessinateurs de bâtiments et ensuite ils disent, bon, allez, tape-moi une maison. En réalité, ils ne sont pas sûrs que le résultat soit conforme à leurs attentes, notamment en normes de sécurité et en normes de qualité. Alors, une dernière information sur la question, c'est que le malheureux disparu a été retrouvé avec 8 millions sur lui, 8 millions, qui lui a été envoyé par son grand frère propriétaire de l'immeuble qui réside en Suisse. J'espère que si une enquête est ouverte, on pourra faire toute la lumière sur cet état de fait. Dans tous les cas, ce qui est sûr est que un mort, c'est toujours un mort de trop. Donc, il faudrait revoir cette façon de faire. Parlons à présent de l'explosion de bombes dans l'extrême nord qui a tué 2 enfants et causé d'autres blessés graves dans une famille. Camille Nélé, comment ça s'explique que les bombes de l'armée, ce sont des explosifs qu'utilise exceptionnellement l'armée, se retrouvent dans la nature et que les enfants en soient retrouvés et jouent avec? On ne peut pas de façon péremptoire impliquer l'armée. Vous savez, une grenade est une grenade. Une grenade est un engin explosif que l'on tient. Que l'on manipule. En tout cas, c'est destiné, je n'ai pas dit que c'est l'armée camerounaise, mais voilà. C'est des grenades. C'est une arme militaire. C'est une arme. Et, elle n'est pas de fabrication artisanale, peut-être c'est la précision qu'il fallait apporter. Elle n'est pas de fabrication artisanale, c'est une grenade, mais seulement comment s'est-elle retrouvée dans ce village? On peut se poser la question. A-t-elle été perdue par des militaires? A-t-elle été volée aux militaires? Est-elle arrivée dans ce site? Et sur ce site, à travers un processus... Le journal indique que c'était une ancienne ça a été une zone de conflit. Mais toutes ces zones-là, dans l'extrême nord, toutes ces zones sont des zones qui sont patrouillées par des militaires depuis au moins 2014. Vous comprenez, aussi bien par les militaires de l'armée camerounaise, par les militaires, la force militaire, les militaires du Tchad, et même les spécialistes de l'armée américaine. Donc tout cela, on ne peut jamais savoir exactement. Il est vrai qu'on peut toujours déterminer à travers les fragments de cette grenade de quelle origine est sa fabrication. Mais toujours est-il que c'est un malheureux accident. Un enfant qui ne sait pas ce que c'est qu'une grenade, qui la prend. Et la grenade a ceci de terrible. C'est que dès que
que vous tirez sur la goupille, elle explose. Dans les 5 secondes qui suivent, elle explose. Donc, c'est les enfants qui ne savent pas ce que c'est. Et moi, je pense que c'est aussi c'est de la naïveté, c'est malheureux, c'est un malheureux accident. C'est tout ce qu'on peut dire, parce que ces enfants qui ont trouvé une grenade, il faudrait que les parents aussi éduquent un peu leurs enfants en leur disant que si vous trouvez quelque chose, n'y touchez pas, ne jouez pas avec. Dans les reporters qui ont appelé à la vigilance, Georges Sémé. Mais l'article dit clairement que c'est une grenade qui a été ramassée. Donc elle existait sur ce théâtre-là comme ça. Un théâtre qui a été occupé par les militaires camerounais. Donc ça interpelle à double titre. D'abord sur le contrôle du matériel militaire. C'est une grenade qui a été retrouvée là comme ça, mais je pense quand même que dans le contrôle du matériel militaire, sans en être un expert, je crois qu'il y a quand même un suivi. Et lorsque on se rend compte qu'une grenade manque, ça devrait interpeller. On l'a lancée. Elle peut avoir été volée. Voilà, peut-être on l'a lancée et elle n'a pas explosé, elle s'est retrouvée là comme ça. Mais ça interpelle également sur le plan parental, le contrôle parental, comme l'évoquait le doyen. Les parents devraient tenir un peu leurs enfants. En dehors des discours, on ne devrait pas les laisser aller se balader dans les zones où il y a eu des opérations militaires. Donc je pense que c'est une situation assez grave et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans cette localité. Ça interpelle, comme je disais, à double titre, l'État et les parents. Vivement que ça ne se reproduise plus jamais. Camille Nélé, on va quand même évoquer, vous savez, nous on a l'habitude de parler des sujets sociaux. Il y a ce scandale que décrit le journal Info Matin, l'Office du baccalauréat qui commercialise les résultats des examens. Depuis le 13, les candidats qui ont passé le baccalauréat n'avaient pas toujours eu leurs résultats, les parents qui s'en plaignaient. Et par la suite, il y a eu un communiqué du directeur de l'Office du bac qui indique clairement que pour avoir ces résultats, il faudra désormais débourser 150 francs via un message en collaboration avec un opérateur de téléphonie mobile. Comment comprendre qu'aujourd'hui, y a-t-il pas possibilité de diffuser ces résultats pour que les parents ne déboursent pas l'argent de trop pour même obtenir les résultats? Comme vous le dites, il y a la possibilité de rendre ce service gratuit. C'est-à-dire que puisque l'Office a déjà pu avoir cette collaboration avec l'Office, avec cette opérateur économique, il aurait pu s'arranger à ce que, effectivement, les parents puissent obtenir les résultats de leurs enfants sans payer rien du tout simplement, et parce que on aurait pu interpeller cette entreprise en lui demandant de faire un sacrifice citoyen. Bon, maintenant, commercialiser, moi je pense que c'est trop fort. C'est un peu dur, mais toujours est-il que, mais c'est tout de même pratique. 50 ou 150 francs, c'est peut-être pas trop cher payé, mais toujours est-il que je pense que c'est une option pratique de l'Office de pouvoir avoir accès directement aux résultats de l'enfant. Comme moi j'ai une enfant qui a fait le bac, elle m'a envoyé elle m'a dit qu'elle a réussi immédiatement. Elle m'a dit, bon, si tu veux, tu peux vérifier en composant tel. Bon, moi je pense que 150 francs, on ne peut pas dire que c'est la mer à boire, mais c'est une... C'est la mer à boire pour certains parents qui, pour les enfants, le matin, n'ont même pas 100 francs. Non, ne dramatisons pas Jean-Paul. C'est sérieux. Il y a des plaintes des parents. Georges Sémé, 150 francs à débourser. Excusez-moi. Est-ce que ce marché qui a été passé, on imagine un peu le nombre de candidats qu'il y a sur l'ensemble du territoire à l'arrivée. Est-ce à dire que l'Office du bac s'en tire dans cette opération sans une contrepartie? Et que deuxièmement, pourquoi sacrifier, pourquoi ne pas accompagner cette méthode, de la vieille méthode des affichages dans les établissements, ou donnant ainsi l'option à chaque candidat, soit de payer ces 150 francs et consulter, et préférer, ou d'autres qui peuvent aller à leur établissement comme ça se faisait. Vous avez lâché le mot vieille méthode, mais vous savez que depuis 2 ans déjà, le ministère des enseignements secondaires s'est engagé dans un certain nombre de réformes. Et parmi ces réformes, c'est l'introduction de certains opérateurs de téléphonie mobile dans le service public de l'enseignement secondaire en ce qui concerne le paiement des frais de scolarité. Et vous savez que ce type de révolution emporte bien évidemment des conséquences financières. Et l'autre dernière réforme, c'est la centralisation des fonds qui sont issus de cette collecte des frais de scolarité auprès d'une banque. Et on nous a donné les raisons pour lesquelles il y avait ce type de réforme qui était engagé pour la qualité du service et la sécurisation des fonds. Je pense qu'au moins pour ces 2 arguments, on peut dépenser un peu plus pour avoir de meilleurs résultats. Et vous faites allusion maintenant... Où vont les fonds?
centralisé dans une banque, que je ne vais pas citer ici. C'est la toute dernière réforme. Maintenant, nos confrères d'Info Matin parlent de l'Office du BAC qui veut également améliorer ce service en introduisant également un autre opérateur de téléphonie mobile pour les mêmes motifs. Donc, je pense que si il est avéré que le service est amélioré et qu'il est avéré que toutes les données sont sécurisées, je crois que 150 francs, c'est le minimum à payer pour un résultat aussi bon et aussi sécurisé. C'est le minimum à payer. Mais j'avoue quand même qu'il s'agit d'un service public. Un service public qui devrait être 150, c'est vrai, ce n'est pas une grosse somme. Mais, comme vous l'avez dit, il y a certains qui ne peuvent pas se la quitter. Il y a des enfants, ça concerne des enfants. Mais oui, derrière les enfants, il y a les parents qui sont déjà surchargés par d'autres. Si vous avez quand même 10 enfants, ça fait 1500. On aurait pu faire intervenir ces opérateurs de téléphonie mobile qui ont mis leur technologie certainement pour faciliter ce service, mais on aurait pu diminuer davantage les 150 francs. Pourquoi pas les ramener à 75 francs, puisque ce sont même les enfants qui sont les principaux intéressés, et nous savons que ces enfants ne mènent aucune activité rémunératrice politique de revenus. Donc je pense que c'est une problématique qui est assez pertinente, mais il faut maintenant qu'il y ait un cadre de concertation, parce qu'on voit 150 francs. Mais multiplier ça par le nombre de candidats, il y avait par exemple des millions et des millions de francs CFA. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc je crois qu'il faut, je ne sais pas moi, un cadre de concertation comme cela a été avec la première réforme sur les frais de scolarité par ces mêmes sociétés où on a trouvé un consensus. Pourquoi pas un autre consensus par rapport à cet achat, cette commercialisation des résultats. Dans tous les cas, Georges Sémé, il y a d'autres réformes qui sont plus attendues. Mais Jean-Paul, sans chercher à couper les cheveux en quatre, moi je pense que entre ce que vous appelez la vieille méthode d'aller vers les je suis un conservateur. Les listes affichées, vers les listes affichées, moi pour y aller, il faut prendre le taxi, il faut prendre la moto, il faut prendre l'OPEP. Plutôt que d'y aller, ça va prendre plus de 150 francs, aller et retour. Si on peut les avoir sur place en envoyant 150 francs. Je me rassure au moins que j'ai dépassé mon argent dans le taxi et que ça va pas aller dans les prochains. Oui, il y en a qui vont à pied aussi. Oui, on peut aller à pied, mais seulement moi je dis que ne cherchons pas à couper les cheveux en quatre. Franchement, les 150 francs. Camille Nélé, c'est bien, c'est apprécier ce que fait l'Office du baccalauréat. Alors, les zones où il n'y a pas de couverture téléphonique, les candidats qui sont dans ces établissements-là, ils font comment? La bonne vieille méthode. Vous voyez donc finalement que mais on n'arrête pas le progrès. Voilà, on n'arrête pas le progrès, mais il faut l'accompagner avec la vieille méthode. Dans tous les cas, on sort de ce sujet. On va parler à présent de ce meeting de Bafoussam, l'autorisation d'un meeting qui exacerbe les tensions. Camille Nélé, comment comprendre que ce meeting attise autant soulève autant de passion? Moi, je pense que la passion commence même d'abord par le prétexte de ce meeting. C'est-à-dire que s'élever contre les anti-sardinats, manifester l'appui, du moins l'attachement au chef de l'État. C'est soutien. Est-ce que le chef de l'État en a véritablement besoin? C'est-à-dire que les prétextes même pour une mobilisation aussi grande qui, en réalité, maintenant prend une connotation communautaire, dans la mesure où j'ai lu dans un journal les Bamileke appelés à boycotter le meeting de l'Ouest. Je pense que ce sont des opérations politiques assez inopportunes et qui ne démontrent pas au chef de l'État en réalité que ces personnes qui les organisent lui rendent véritablement service. Véritablement service. Et c'est une affaire d'élite. Ce sont des élites de l'Ouest qui estiment que... Qui tirent les bénéfices, Ils tirent les bénéfices, mais seulement. Est-ce que ces mêmes élites ont mobilisé des populations pour dire non à la guerre, pour appeler au dialogue? Et moi je pense que pour mobiliser ces populations, on n'a pas besoin de le faire uniquement sous la bannière du RDPC. Ces personnes auraient été beaucoup plus intelligentes en appelant à rassembler un maximum de partis politiques autour du RDPC pour dire que c'est toute la communauté de telle région qui... Mais quand ça devient une communauté bamileke, avec quelques élites bamileke qui sont là derrière, moi je pense que c'est une façon pour moi, selon moi, pour ces personnes de faire croire à Paul Biya que non, nous on est sur le terrain, on mobilise les populations et forcément ça crée en face
les militants d'autres partis politiques. La frustration de ces autres partis politiques, justement, qui ont souvent rencontré... en l'occurrence, le MRC. Le MRC, encore, le MRC. Mais il n'y a pas que le MRC. Il y a des marches de l'UPC. Il y a beaucoup d'autres partis. Moi, je pense que ces manifestations, pour moi, elles sont inopportunes, surtout en ce moment. Et moi, je pense qu'on aurait pu les enrober d'un peu plus de patriotisme, en englobant beaucoup d'autres personnalités et en ne limitant pas les choses seulement au RDPC et seulement aux populations de l'Ouest. Georges Sémé, sur cette actualité, on a vu par exemple que non seulement ça charrie beaucoup de passion, mais est-ce que ce meeting, selon vous, avait sa raison d'être? Mais écoutez, je crois que la chapelle politique RDPC a le droit d'organiser n'importe quel meeting qu'il veut, ou alors d'initier une marche. C'est tout à fait de son droit. Mais là où il y a la polémique, c'est sur l'autorisation. L'autorisation, sur oui. l'autorisation de ce meeting. C'est même ça d'ailleurs le nœud du problème. Voilà, et à raison, parce qu'on a l'impression qu'il y a du 2 poids 2 mesures en faveur d'un camp politique au détriment d'un autre camp politique. Vous avez parlé tout à l'heure, le doyen a parlé tout à l'heure de l'UPC, mais on voit tout de suite le MRC qui a vu plusieurs de ces meetings ou marches interdites dans cette même circonscription. Donc c'est ce qui fait naître la polémique aujourd'hui. Mais je pense que cette polémique ne devrait pas être, puisque c'est deux événements de nature différente. Et au centre de ces deux événements, c'est les juristes qui parlent maintenant. Il y a le risque de trouble à l'ordre public. Lorsqu'on voit cette manifestation, il n'y a pas risque de trouble à l'ordre public, à première vue. Oui. Mais pour les autres qui ont été interdites, notamment celle du MRC, il y avait non seulement une cause qui était une cause trompeuse, d'abord, sur le hold-up électoral, ce qui n'est pas du tout vrai, et il y avait un risque, bien évidemment, et sur les revendications sur la transparence dans les marchés de la CAN. Mais maintenant, cette manifestation peut être interdite actuellement. En l'état actuel puisqu'il y a du risque. Voilà. Tout à fait. En l'état actuel du risque. Il y a un risque de tout. Il y a deux fronts. D'abord, il y a un appel à la ville morte, mais il y a un appel à une contre-manifestation. Et l'autorité régalienne de ce territoire, je crois qu'il n'a rien d'autre à faire que d'interdire cette manifestation parce qu'elle comporte déjà des risques de troubles à l'ordre public. Malheureusement, ce sera parfait. Parce que c'est déjà lancé, c'est déjà parti. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie et c'est une stratégie qui concourt à multiplier les frustrations, à augmenter les frustrations. Et c'est pour ça que moi, j'ai pensé que plutôt que de réduire ça au RDPC, les organisateurs de cette marche auraient pu appeler d'autres partis politiques pour les accompagner dans ce soutien au chef de l'État, dans le refus des actions passées à l'étranger. Comme ça s'est fait un peu avec cette information, la une du quotidien, du journal Info Matin, le peuple Sawa du Vouri, qui réitère son soutien à Paul Biya. Non, là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand on parle du peuple Sawa du Vouri, le Sawa, ce n'est pas seulement dans le Vouri. C'est-à-dire, on a pris une petite partie du peuple Sawa dans le Vouri pour dire que non, nous, on est derrière le chef de l'État, on l'aime bien, c'est le plus beau, c'est le plus fort, n'y touchez pas. Alors, et les autres peuples Sawa qui partent de Campo jusqu'à la côte dans tout le sud. Alors, moi je pense que cette façon, on a vu le ministre d'État responsable du régional du RDPC, le ministre Laurent Esso, organiser d'abord une première manifestation à Yaoundé, où on appelait les Sawa de Yaoundé, derrière Paul Biya. Oui, le ministre d'État a le droit, certainement, de mobiliser des élites pour dire que non, vraiment, venez autour de moi, on écrit une pétition au chef de l'État. Là, hier, c'était chez le gouverneur, on a pris des chefs, on a pris des élites, une partie de l'élite. Est-ce qu'on est allé chercher des gens qui sont du côté de Yabassi? Les Yabassi sont aussi les Sawa, hein? Est-ce qu'on est allé chercher? Surtout que ce n'était pas le délégué départemental de la commission permanente. C'est pourquoi moi je dis qu'en fragmentant cette démarche de soutien envers le chef de l'État, en la réduisant à des élites Sawa, à des chefs Sawa, à des chefs de Sawa de Vouri, des chefs Sawa de Yaoundé, moi je trouve ça un peu indécent. C'est pour ça que je pense que toutes ces manifestations servent uniquement à démontrer au chef de l'État que non, nous on travaille, on rassemble des populations autour de nous pour que ces populations manifestent leur soutien. Moi je pense que c'est certainement de la politique, mais c'est une politique qui est discutable. Georges Sémé. Oui, pour moi qui suis à bord du département du Mungo, Sawa, je suis bien évidemment un peu choqué d'avoir été exclu dans l'esprit même de cette déclaration. Et je partage tout à fait le point de vue du doyen qui dit que les Sawa, ce n'est pas seulement ceux du Vouri. C'est extrêmement éliminatoire, c'est réducteur et c'est même disqualificatoire. Ça peut amener les autres Sawa à effectuer également la même démarche en, pourquoi pas,
Pour une cause d'une autre déclaration, voilà. Mais cette fois-ci, les Sawa du Mungo. Les Sawa du Mungo. Je pense voilà, je pense que c'est une démarche qui est louable dans le fond. Elle est louable dans le fond parce qu'elle dénonce certains faits que nous avons tous décrits ici, là. Mais dans sa démarche administrative et formelle, elle est complètement bancale. Et on aurait pu peut-être dire des Sawa du littoral. Et là, on se serait senti... On engloberait. Voilà, on se serait senti interpellé. Mais Sawa, c'est littoral. Oui. Non, mais là, ils ont dit fou. Non, mais je dis qu'en réalité, Sawa, vous savez très bien que la tradition du mot Sawa, effectivement, c'est le littoral. Voilà, donc je pense que c'est par extension le peuple de la côte. C'est assez maladroit sur la forme, mais dans le fond, nous partageons tout à fait les inquiétudes des Sawa contre tout ce spectacle qu'on voit sur la scène nationale et sur la scène internationale. Et qui sont initiés par des élites qui veulent faire croire au chef de l'État que non, ces élites-là rassemblent la communauté. Kamine, si je m'en tiens à ce que vous venez de dire, finalement, les groupes communautaires qu'on pense souvent très très soudés, c'est pas aussi soudé qu'on le pense, puisque on voit d'autres ethnies contre d'autres ethnies, alors que même au sein des groupes parfois qu'on pense homogènes, même là-dedans, ça ne va pas véritablement. La preuve, on réussi l'exploit de faire signer des pétitions à des Sawa de Yaoundé et à des Sawa du Vouri. En tout cas, on attend certainement les Sawa de l'extrême nord et d'autres parties. Non, du Mungo. Il y en a du Mungo. Dans le sud, s'il vous plaît. En tous les cas, avant de continuer, on va dire bonjour au commissaire Adamou Paul qui nous suit depuis Bafoussam et le commissaire divisionnaire Baya Dominique, le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, fidèle spectateur de cette émission, ce qui nous permet d'évoquer la question de la rareté des passeports. Il y a eu cette sortie de la police pour indiquer que non, il n'y a pas de problème de pénurie de cartons de passeport, c'est simplement qu'il y a une filière d'arnaqueurs qui entretient avec le fameux passeport express. Kamine, comment comprendre que en plein cœur de Yaoundé, où il y a toute la police, et qu'on parle d'une filière d'arnaqueurs que la police ne peut pas démanteler? Ce ne sont pas des arnaqueurs, ce sont des gens qui sont en collision directe avec des officiers supérieurs de la police des frontières. Ils disent à quelqu'un, je t'obtiens un passeport express en 3 jours, 3-4 jours, donne-moi 300 000 francs. Parce qu'il faut que je donne ça au directeur de la police des frontières. C'est vieux comme Mathusalem. Et à la fin, il n'a même pas le passeport. Non, la plupart du temps, ils l'ont. Mais ils l'ont, qu'est-ce qui se passe? Le gars prend 150 pour lui, il va donner 150 000 au patron. Acquis de droit. Acquis de droit. Ce qui fait que lui, s'il prend 10 passeports, ça lui fait 1,5 million, les doigts dans le nez, c'est juste une signature. Des deux côtés, c'est vieux ça. Mais seulement aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont fait partie, qui ont travaillé dans cette police des frontières, qui sont sortis, qui sont à la retraite aujourd'hui, et qui voient que le truc continue toujours à fonctionner, qui estiment que non, ça commence à bien faire, il faut arrêter ça. Malheureusement, c'est parce qu'ils ne sont plus dans le coup. Ils sont plus aux affaires. C'est pour ça qu'on dénonce aujourd'hui. Mais cette pratique des passeports express, pourquoi faudrait-il qu'il y ait des passeports express et des passeports ordinaires? Le passeport ordinaire, pour l'obtenir, c'est 2 semaines. Mais maintenant, on fait mariner pendant 2 mois, 3 mois avant de l'obtenir. Mais maintenant, pourquoi? Ça ouvre la porte justement à la recherche du passeport express. Donc, c'est une question d'harmonisation dans les services de la Sûreté nationale pour que les passeports soient obtenus dans des délais raisonnables et que les gens puissent obtenir ces passeports sans avoir besoin d'entretenir des réseaux. Georges Sémé, pour la surveillance de la ville, il y a centralisation des images de toutes les villes du Cameroun. Pourquoi à la police il n'y a pas aussi centralisation des données sur le passeport qui permettent qu'on ait un seul point de départ sans avoir à tous ces parasites qui gravitent autour? C'est la police qui s'occupe également de la centralisation des images avec les caméras qui sont placées dans toutes les villes du Cameroun. Mais la crise des passeports dont vous faites allusion me fait rappeler la crise des devises, où on nous dit qu'il y a pénurie de devises, alors que de l'autre côté, à la BEAC, on nous dit qu'il y a des devises, mais il faut plutôt aller s'en approvisionner à la BEAC. En ce qui concerne les passeports, c'est un problème. Cette crise n'est pas d'aujourd'hui, elle n'est pas de 2019, elle existe depuis. Je pense que les raisons qui ont parfois été évoquées, c'est le manque de carton, voilà, le manque de carton. Mais on sait qu'il y a des mauvaises pratiques également au sein de cette institution qui nous font penser que les passeports n'existent pas, et pourtant ils existent bien. Donc il appartient donc à l'autorité
hiérarchiques en charge de frapper du poing sur la table ce service, de mener des enquêtes internes et de frapper ceux qui sont coupables d'avoir retenu administrativement le processus d'établissement des passeports. Dans tous les cas, Georges Sémé et Camille Nélé, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La pensée du jour, elle nous vient du coach Nana Saleng Maurice Edmond. Il dit: il vaut mieux avoir vécu 25 ans comme un tigre qu'un millénaire comme un mouton. Il vaut mieux avoir vécu 25 ans comme un tigre qu'un millénaire comme un mouton. C'est un proverbe tibétain. Merci au coach Nana Saleng qui nous suit depuis Bafoussam. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes de Kinas Télévision avec 10-12 les élites qui démarrent dans quelques instants.